Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Léniaud. Je crois profondément que rien n'est impossible à ceux qui rêvent assez grand. C'est pourquoi tous les mercredis, je pars à votre rencontre pour vous aider à vous inspirer, vous aider à voir grand, vous aider à croire en votre ambition, à la construire aussi. J'essaye au travers de ces leçons de vous inspirer, mais aussi à inventer votre propre vie extraordinaire. C'est le cas aujourd'hui avec Estelle qui est la fondatrice de Gemity. Gemity, une entreprise d'un nouveau genre qui a réimaginé complètement l'art des boîtes à bijoux, en l'occurrence avec une boîte à bijoux connectée et qui se pose beaucoup de questions et notamment une question épineuse sur le sujet du prix. Comment réussir à fixer le bon prix pour son client. C'est vrai que c'est pas une question facile quand on lance son business puisque finalement on n'en sait rien et donc on a beaucoup parlé de valeur psychologique du prix, de valeur perçue du produit et puis un petit peu plus. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Hello Estelle. Bonjour Pauline. Je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette, pour cette invitation. Mais tu vois, tu es tellement bien là. On se voit en plus sur YouTube. Je te remercie pour l'invitation. Donc merci en tout cas d'avoir postulé à la leçon. Et ravie d'être avec toi. Plaisir partagé. Alors Estelle, tu connais la coutume. Je vais commencer par te demander de te présenter, de me dire qui tu es, d'où tu viens, où tu vas. Et puis ensuite, pourquoi tu es avec moi aujourd'hui? Quelle est cette question qui te taraude? Très bien. Alors, j'ai fondé la société Serine il y a à peu près 1 an et demi, suite à une reconversion. Auparavant, j'étais dans la presse agricole. Et donc, la société Serine a pour vocation de distribuer, de commercialiser des coffrets à bijoux connectés. Donc, vous avez d'ailleurs le petit prototype qui est juste ici. Sur YouTube pour ceux qui nous regardent, ok. Voilà. Gemity, c'est le premier coffret à bijoux intelligent. Donc, il est ergonomique. Il a vraiment été conçu pour que on puisse ranger facilement les bijoux. Il est verrouillable, il est personnalisable puisqu'on peut agencer l'intérieur en fonction de ses besoins. Donc, quelqu'un qui a plus de montres pourrait mettre plus de modules montres, plus de bagues, etc. Donc, personnalisable. Il a été dessiné par un designer, donc en plus de ça, normalement, c'est un objet assez sympa qui peut s'intégrer dans différentes décos. Ici, vous avez la version turquoise et puis il y a une autre version sable et terracotta à suivre également. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans la période d'industrialisation, c'est-à-dire qu'on se rapproche des industriels pour pouvoir produire Gemity. Et donc, la question qui m'amène aujourd'hui concerne la définition de son prix. Cet objet-là, en fait, on va dire qu'il est presque ovni sur le marché, puisqu'il est le seul coffret à bijoux qui comporte ces différentes caractéristiques que je vous ai énoncées tout à l'heure. Et donc, c'est un objet connecté. Donc, évidemment, je connais le coût de revient. Néanmoins, le prix marché reste à définir. Et là-dessus, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte, et notamment celui de la place du distributeur. Voilà. Donc, du coup, ma question, c'est comment est-ce qu'on arrive à définir un prix pour un objet qui n'existe pas sur le marché? Quels sont peut-être les outils auxquels je pourrais faire appel? Et est-ce que finalement, le distributeur est vraiment essentiel dans cette démarche-là? Alors, il y a beaucoup de questions, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est vrai que dans ce cas précis, comme c'est un objet entre guillemets qui n'existait pas jusqu'à présent, la question du prix, elle est fondamentale. Et je dirais qu'au-delà de la question du prix, du coup, c'est la question du client final. Qui est le client final qui va commander ce produit? Et je pense que c'est assez important pour toi, mais tu me diras si tu as fait l'exercice, d'essayer de se projeter. Malheureusement, tu vas pas avoir le choix. Tu vas être obligé un peu d'imaginer. Tu peux essayer de faire des petites études de marché, mais tu vas être obligé de te projeter et de te dire, OK, au final, qui est la personne qui va acheter ce produit? Dans quel contexte? Est-ce que c'est du B2C? Est-ce que c'est du B2B? Si c'est du B2C, est-ce que c'est plutôt une clientèle haut de gamme qui a envie de protéger ses bijoux, par exemple? Donc, en fait, essayer de comprendre au-delà de
on va dire les critères sociodémographiques qui sont intéressants, mais la raison d'achat, si tu veux, et on va dire la raison psychologique d'achat du produit, ça c'est très important parce qu'en fait en fonction de ça va pouvoir découler quand même une valeur perçue et donc un prix qui sera intéressant. Le deuxième point, tu l'as évoqué, c'est la distribution. Et donc c'est vrai que dans ton processus d'achat et de vente, tu te dis, donc mettons ce persona que j'ai identifié, je dis n'importe quoi, une femme CSP+, qui s'est déjà fait voler une fois des bijoux. Je dis n'importe quoi, et donc qui a fort peur et qui veut maintenant avoir une boîte à bijoux sécurisée et qui par ailleurs met en valeur sa belle collection. Et donc cette femme, elle est plutôt urbaine, je dis n'importe quoi, elle a plutôt la cinquantaine, etc. Je te dis n'importe quoi, c'est peut-être pas ça. Mais mettons, on sait à peu près que c'est ce type de persona que tu cibles en priorité. La deuxième question, donc, c'est où est-ce que ce persona va aller acheter cette boîte à bijoux. Ça va t'aider aussi ensuite dans ton marketing, parce que tu peux te dire que si ce persona, par exemple, c'est quelqu'un qui va pas trop dans des centres commerciaux, a priori, il faut pas trop que tu ailles perdre du temps, si tu veux, à mettre ton produit dans des centres commerciaux. J'affabule, hein. Tout ça n'est peut-être pas les bons raisonnements dans le détail, mais en tout cas, c'est pour te donner un peu pour moi le cheminement. Un peu que tu procèdes, si tu veux, par entonnoir. J'imagine que c'est ce que tu as fait, en partant finalement du besoin, de la cible, donc de la distribution, et qui va t'amener effectivement au produit, au prix, de telle sorte que c'est pas toi qui fixes aléatoirement le prix en te disant en fait moi je tire ça de mon chapeau et c'est juste que c'est 50% de marge par rapport au coût de revient. Non, en fait tu vas te dire oui, il y a le coût de revient qui est une réalité économique, mais en fait la valeur perçue plus peut-être la distribution fait que voilà à quel prix il faut que j'atterrisse à la fin. Ce qui va du coup être très intéressant, c'est que tu vas te rendre compte que probablement, je peux me tromper, mais probablement comme souvent des entreprises qui démarrent, tu n'auras pas des quantités énormes au début et donc tes coûts de revient vont être, on va dire, à l'unité très élevés par rapport à ce que tu auras peut-être dans quelques années, je te le souhaite, quand ça sera un beau succès. Et auquel cas, ça veut dire que tu acceptes temporairement de rogner sur ta marge parce que tu sais que ton prix final, il doit tendre vers telle somme, si tu veux, que tu auras identifié. Et donc, tu vois, le processus, c'est moins effectivement du bottom-up de voilà mon coût de revient, voilà ma marge, et donc voilà combien je le vends. Et c'est plus de se dire, OK, les gens, ils sont prêts à payer combien concrètement pour ça? Parce qu'en fait, c'est quand même ça dont on parle. Et donc ça, je sais pas si tu as un peu essayé d'enquêter autour de toi. Tu sais, même parler à des personnes dans ton entourage qui pourraient être dans le cœur de cible, ce serait intéressant. Ouais, j'en ai, mais je suis un petit peu confrontée à la réalité de l'achat. C'est-à-dire que dans les paroles, les gens sont capables d'évoquer des montants très proches de celui que j'ai imaginé. Super. Et puis dans la réalité, l'acte d'achat représente pas forcément ce montant-là. D'accord. Tu veux dire que tu as des exemples de gens qui t'ont dit, moi, je serais prêt à lâcher tant, mais au final, quand tu leur dis, vas-y, achète, ils le font pas, quoi. Voilà, c'est ça. Et est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas le besoin? Si, parce qu'en fait, le besoin, finalement, il est évoqué systématiquement. C'est-à-dire que le point de douleur est systématiquement remonté dans les différentes interviews que j'ai réalisées. Donc, là-dessus, il n'y a pas vraiment de problème, mais en fait... Ils sont pas prêts à payer pour. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a une douleur, mais ils sont pas forcément encore prêts psychologiquement à résoudre cette douleur, si je comprends bien. Ou en tout cas, au prix que tu as en tête pour l'instant. Et alors, après, j'ai des personnes qui, effectivement, vont me dire « Ah ben, en fait, c'est pas cher ». En fait, j'ai les deux opposés. C'est pour ça que cette discussion, elle est vraiment importante parce que j'ai eu les deux opposés, des gens qui effectivement me disaient, moi, je suis capable, je mets ce prix-là, qui ne le font pas au final. Et puis, j'ai d'autres personnes, mais plusieurs, qui m'ont dit, finalement, c'est pas cher. Est-ce que ces personnes-là ont passé commande? Non, parce que le produit, il est en précommande aujourd'hui. Ok. En fait, c'est intéressant, tu vois, ça me rappelle, c'est rigolo, un peu certains débuts de Gemio, où je me rappelle très bien, le bijou, c'est un peu pareil, si tu veux, c'est un produit très difficile à estimer en termes de prix, parce que la plupart des gens n'y connaissent rien en joaillerie, qu'on n'achète pas des bijoux très souvent, donc tu vois, c'est pas comme une baguette de pain, tu sais à peu près combien elle coûte de base. Alors, elle peut être à 2,50 € si vraiment tu es sur, tu vois, une belle boulangerie, etc. Mais globalement, tu sais à peu près dans quelle zone de prix t'es. Sur la joaillerie, c'est très différent parce que déjà les qualités varient, la fabrication française, en fonction de là où tu l'achètes, est-ce que c'est une marque, pas une marque, etc. Et donc je me rappelle très bien que j'avais un peu le même problème que celui que tu décris, qui est que parfois j'allais voir certaines femmes
très chic, tu vois, type 16e arrondissement à Paris, etc., qui me disaient oh mais c'est ça, j'imagine ce produit, et elle me disait un prix qui était tellement plus élevé que ce qu'on allait vendre que je me disais mais c'est incroyable, on va avoir un rapport qualité-prix de dingue. Et puis à l'inverse, si j'allais voir une autre population qui est pas du tout familière de la joaillerie, eh bien pour eux c'était hors de portée sincèrement psychologique de se dire qu'ils allaient investir autant dans un bijou. Et donc c'est pour ça que j'en reviens à cette question de cible, parce qu'en fait les deux sont possibles. Et aujourd'hui, du coup, on a plutôt choisi la cible. Je te dis pas qu'on a que des femmes du 16e arrondissement qui achètent chez nous, mais on a quand même plutôt choisi une cible chez Gemio de personnes qui veulent investir sur de la qualité, qui ont un référentiel. Et même si on propose un excellent rapport qualité-prix chez Gemio, on a toujours voulu dans notre ADN avoir des prix justes. Je dirais que comme on est sur de la très bonne qualité, si tu veux, on est quand même dans un univers concurrentiel qui fait que forcément, on s'adresse à des personnes qui sont prêtes à investir sur un beau produit. Et donc, tout ça pour dire que ça ne servait même à rien d'aller essayer de parler aux autres qui ne se seraient pas reconnus. Donc, c'est pour ça que dans ton cas, ça serait intéressant, peut-être qu'on parle un petit peu plus de cette cible et que tu me dises à qui tu penses que ce produit s'adressera le mieux, parce que je pense que ça va t'aider justement à mieux doser au niveau du prix. Alors effectivement, nous, notre cible, c'est plutôt la femme à partir de 40 ans, je dirais. Faut déjà avoir certains bijoux, pas mal de bijoux quand même pour pouvoir investir là-dedans. Alors, CSP+, ou voire classe moyenne, un petit peu le haut de la classe moyenne, on va dire. Ouais. Qui aime beaucoup les bijoux, qui a beaucoup de bijoux, pas forcément de la joaillerie, mais du bijou fantaisie aussi, parce que le produit, attention, Gemiti, ce n'est pas à destination de la joaillerie, le niveau de sécurité n'est pas assez suffisant, n'est pas suffisant pour pour qu'on mette des bijoux de valeur. C'est plus une femme qui aime porter plein de beaux bijoux fantaisie, ce qu'on appelle parfois la haute fantaisie, et qui a envie un peu plus dans une optique d'organisation, c'est ça ? D'organisation et de mise en valeur également. D'accord, très bien, effectivement. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et ça a été une grande surprise, lorsque j'ai réalisé des interviews, c'est que les femmes aiment beaucoup visualiser leurs bijoux avant même de les porter. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Je pense que c'est assez vrai. D'où l'intérêt de l'aspect vitrine, un petit peu, qui alors peut faire un petit peu peur pour les personnes qui ont des bijoux de valeur, parce que c'est mettre en évidence des bijoux, mais nous, on a vraiment vocation de se prémunir du vol facile, pas du cambriolage. Bien le vol sûr. facile, oui. c'est Non, le mais vol je comprends. Là, excuse-moi, je voyais pas très bien parce que comme la vitrine est assez loin, mais effectivement, en fait, on est moins sur de la joaillerie, on est plus sur du bijou fantaisie, mais c'est encore mieux, j'ai envie de te dire, parce que c'est un marché qui est encore plus gros et sur lequel il y a certainement encore plus de besoins. Et donc, très bien. Et donc, ça, j'ai l'impression que tu connais bien la cible d'une personne qui souhaite mieux organiser, mieux visualiser ses produits. OK. Est-ce que tu as une idée de où cette personne pourrait trouver ou chercher, ou à quelle occasion, on va dire, elle pourrait avoir envie de commander votre produit ? Les occasions sont assez nombreuses et fréquentes, c'est-à-dire que si je prends quelques cas autour de moi, finalement, à chaque fois qu'on trouve un collier ou un bijou emmêlé, la colère, l'agacement nous fait vite penser à trouver une solution. Voilà. Après, où est-ce qu'elles vont pouvoir rencontrer le produit ? Donc, sur Internet, évidemment, comme tout objet. Boîte à bijoux. Maintenant. Voilà. Et puis la question effectivement des bijouteries est très intéressante parce que finalement on a un petit peu la même cible, voire même carrément la même cible. Bah, c'est clair. Voilà. Et donc, pour les bijoutiers, j'ai imaginé que proposer également l'outil de rangement qui peut aller avec le bijou, ça me semblait tout à fait pertinent. Voilà. Ouais, alors plutôt sur des bijoutiers, donc des bijouteries fantaisie plutôt, parce que c'est vrai que sinon... Ok, donc c'est intéressant, très bien. Alors, écoute, déjà, je te félicite parce que je trouve ça hyper clair et c'est vrai que je commence à mieux visualiser, tu vois, quel est le type d'audience, en fait, qui serait intéressée. Mais donc, comme je te disais au début de la conversation, au final, maintenant que tu sais à peu près à qui tu veux vendre, même si c'est pas évident que ce soit exactement cette cible-là qui va acheter, mais globalement, tu sais quand même assez bien qui elle est, j'ai l'impression. Et donc, cette cible-là, j'ai compris que tu avais deux cas de figure. Tu en as un qui trouve que c'est pas assez cher, enfin pas assez cher, pas très cher, et il y en a qui trouvent que c'est déjà beaucoup. Bon, a priori, j'ai envie de te dire, la cible qui pense que c'est déjà beaucoup, je pense que le problème est peut-être réglé, parce que c'est peut-être des personnes qui ne veulent pas investir dans ce genre d'objet, tout simplement. Ça veut peut-être dire que ton marché
c'est normal, ne s'adresse pas à toutes les femmes qui ont un problème de rangement avec leurs bijoux fantaisie, mais plutôt à certaines qui ont vraiment une vraie souffrance en réalité, ou peut-être plus qu'une souffrance, comme tu le disais justement, qui ont le désir, et donc on est plutôt dans le positif à ce moment-là, qui ont le désir d'en profiter, d'en faire un moment de joie, d'en faire un moment assez agréable. Ok, très clair. Donc par rapport à la... Ouais, dis-moi, pardon. Excuse-moi. En fait, il y a quelque chose un point qui est assez important, c'est le fait de pouvoir découvrir physiquement le produit. Et ça, je pense qu'avec le bijou, tu as dû être confronté à cette problématique. C'est pour ça que je voulais te poser la question. C'est-à-dire que nous, Gemiti, il n'a pas d'équivalent. Donc, du coup, je pense que c'est important que les gens le visualisent, le touchent, se rendent compte physiquement du volume, du fait qu'il soit pratique, un peu comme un objet qu'on découvre. Et je pense que le bijou, c'est un petit peu pareil. On a envie, avant de l'acheter sur Internet, de le voir. Quel est ton retour d'expérience là-dessus, par exemple? Je suis d'accord, même si tu vois spontanément, en discutant de l'objet, je pense qu'avec de très belles photos, mais probablement tu vas devoir investir sur de très belles photos, de très belles vidéos, peut-être des vidéos aussi explicatives, tu vois, où on voit vraiment quelqu'un en train d'ouvrir, de placer les bijoux, etc. J'aurais tendance à dire que c'est typiquement un objet qui peut assez bien se vendre à distance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a quand même pas d'essayage. Nous, en joaillerie, la différence, c'est que les femmes ont envie de porter le bijou sur elles et donc elles veulent s'assurer que ça leur va, que ça leur plaît, etc. C'est souvent des sommes qui sont assez élevées en plus, tu vois. Et pour autant, on a encore jusqu'à maintenant 50% du chiffre d'affaires chez Gemio qui est fait online. Donc, je dirais que dans ton cas, à mon avis, tu pourrais même prétendre, mais dans ce cas, il va falloir investir beaucoup sur ta plateforme web et puis surtout sur les visuels. Sur la plateforme, à la rigueur, je pense pas qu'il faut qu'elle soit très compliquée. Tu peux passer par des sites simples à la Shopify, etc. Mais par contre, investir pas mal sur que les visuels donnent envie et qu'en fait, on ait presque l'impression de le toucher alors qu'on est à distance, si tu veux. Si tu arrives à faire ça, franchement, je pense que ça peut être intéressant. J'ai même envie de te dire, moi, je pense que tu as intérêt à saisir cette opportunité parce que, bon, déjà, tu n'auras pas le cut du distributeur, donc ça, c'est quand même positif. Et donc, typiquement, ta marge sera assez intéressante là-dessus. Et d'autre part, il y a pas mal de personnes, à mon avis, qui tapent justement face à cette souffrance sur Internet. Boîte à bijoux. Moi-même, je l'ai fait, hein, pour être honnête. Je cherchais, je me rappelle très bien il y a quelque temps, une boîte à bijoux, alors plutôt pour de la joaillerie et pas forcément sécurisée, mais je cherchais une boîte à bijoux qui puisse contenir à peu près tous mes bijoux, qui soit quand même un peu jolie et comme tu dis, qui mette en valeur un minimum les bijoux pour que ça soit un peu organisé. Je pense que si tu arrives à jouer sur certains mots-clés là-dessus, à mon avis, tu devrais remonter assez vite. Et donc, si tu arrives à remonter, tu vas pouvoir avoir assez rapidement un tunnel de gens, de femmes qui tapent ça sur Internet, arrivent chez toi, voient les produits, à mon avis, sur ton site. Et donc, c'est là où j'insiste. Et il faut vraiment que tu aies des beaux contenus qui donnent envie et qui soient précis. Et une fois que tu as ça, franchement, moi, je vois aucun problème à passer. Moi, personnellement, je te dis, j'aurais aucun problème, même à la rigueur, ça me ferait gagner du temps et j'aurais pas très très envie d'aller en boutique pour aller le voir, tu vois. J'ai plutôt envie de passer commande. Bien sûr, il faut dans ce cas qu'il y ait un retour gratuit, etc. Mais disons que j'aurais plutôt envie de le passer en ligne comme ça. Oui, tu peux. Donc ça, c'est un premier cas, c'est la personne qui va être dans la recherche. Et tu vas avoir le deuxième cas, à mon avis, qui est plus quelqu'un qui va acheter d'autres bijoux et qui, à l'occasion d'un achat de bijoux, se dit ah tiens, hyper bonne idée parce qu'elle le voit à ce moment-là. Et donc là, achat d'opportunité, un peu plus achat impulsif. Et donc déjà, tu vois, entre les deux, même ça, la question du prix, elle n'est pas tout à fait la même. Peut-être qu'à terme, tu auras deux offres différentes et tu auras une offre peut-être plus petit format pour l'achat d'impulsion parce qu'on est quand même moins prêt à dépenser de l'argent sur l'achat d'impulsion versus la personne qui va être dans une quête qui va probablement accepter de débourser un petit peu plus. Donc déjà, ça peut être intéressant, tu vois, de se poser cette question-là. À court terme, j'aurais tendance à te dire de plutôt essayer d'aller viser les personnes qui sont en recherche parce que, comme ils cherchent, c'est en général plus facile, moins coûteux. C'est comme ça qu'on a démarré avec Gemio et effectivement, ça t'évite le markup du distributeur. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant. Ça nécessite tout simplement, par contre, d'avoir pas mal de contenu, comme je le disais. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais donc, pour revenir à la question du prix, si tu veux, je vais pas te dire là quel est le prix. J'aurais tendance à te dire, enfin, mon conseil principal, c'est donc comprendre ta cible. Et donc, tu vois, même là, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a peut-être deux cibles différentes. Il y a la cible de celles qui vont vraiment être dans la souffrance et qui font faire une recherche. Et tu as celles peut-être qui vont plus se laisser tenter par un achat d'impulsion au moment où elles ont acheté un autre bijou, peut-être, par exemple. Et une fois que tu as décidé quelle cible t'intéresse le plus,
essayer de parler à quelques-unes de ces femmes, j'ai l'impression que tu en as dans ton entourage en plus, donc c'est top, en se disant, OK, bah, donc effectivement, quelle est la vraie valeur que je suis prête à dépenser? Et là où tu as tout à fait raison, c'est entre le déclaratif et la réalité, le monde est vaste et donc il faut essayer en fait d'avoir un bon jugement là-dessus. Et typiquement, si tes copines te disent ah bah moi je l'achète à tel prix, bah tant qu'il y en a aucune qui a passé commande, ça veut dire qu'il faut que tu te méfies. Et je me rappelle très bien qu'au début Gémeo, c'est un peu la même histoire. Tout le monde me disait ah bah oui, moi j'adore ça, j'ai envie de passer commande. Bah en fait, à un moment donné, quand il faut sortir la carte bancaire pour quelques centaines d'euros, tout le monde ne le fait pas. Et donc c'est le moment où tu as tes premières ventes à un prix donné, c'est là où tu vas commencer à avoir tes premiers indices. Mmh. Et alors justement, est-ce que on peut adapter le prix effectivement en fonction des actes d'achat? Est-ce que toi, tu as eu par le passé à adapter ta stratégie prix en fonction de ça, en fait? Oui, bien sûr. Bah, alors, nous, si tu veux, la différence, c'est qu'on a beaucoup de produits différents. Donc, Ouais. si tu veux, toi, c'est vrai que tu as un produit, donc c'est normal que tu essayes de viser juste dès le début, même si, à mon avis, à terme, tu auras plusieurs sous-produits, comme je le disais, Oui, oui. probablement pour différentes actions, mais disons qu'il faudrait idéalement que tu aies un premier produit best-seller, phare, qui soit bien pricé pour son audience, d'où l'importance dans ce cas d'avoir beaucoup d'études et d'essayer d'avoir une bonne finesse, une bonne compréhension de ton marché, de ta clientèle, parce qu'en fait, c'est ce produit-là que tu vas mettre en avant. Ça ne veut pas dire que tu pourras pas revenir en arrière, ça ne veut pas dire que tu pourras pas changer ton prix. Sincèrement, si tu sors ton produit et que tu te rends compte dans 3 mois que tout le monde te dit systématiquement, une fois que c'est mis sur le marché, que c'est trop cher et qu'ils ne l'achèteraient pas à ce prix-là, bon, bah, à un moment donné, il faut pas être idiot, tu vois, il faut se dire, OK, je vais peut-être baisser le prix, et tant pis, ta marge sera un peu inférieure, et peut-être qu'elle sera pas suffisante, et que tu te diras, ben, c'est pas très rentable, mais peut-être que pour te lancer, si tu veux, comme je le disais au début, tu as quand même des volumes qui sont un peu faibles, c'est acceptable de se dire, non, bon, OK, tant pis, je dis n'importe quoi, mettons que c'est à 250 euros que tu le vendais, et là, tu décides finalement de passer à moins de 200, bon, bah, OK, tu auras une moins bonne marge, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est tout à fait envisageable, si tu veux, et je pense que tu aurais, enfin, une fois de plus, le marché va te donner la réponse, c'est une évidence, même si tu veux, dès le début, essayer de viser le plus juste possible. Après, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas créer de nouveaux produits en fonction de ce que tu apprends, et tu vas te rendre compte, comme je le disais, probablement que tu vas avoir des sous-segments de clientèle qui vont avoir un usage spécifique et pour lesquels il sera certainement intéressant pour toi de développer un nouveau type de produit. Peut-être un produit super premium, beaucoup plus cher pour les femmes qui ont des méga collections de bijoux. Peut-être à l'inverse, un peu le petit truc de poche, si tu veux, où tu vas avoir ta boîte à bijoux quasiment portative. C'est possible aussi, si tu veux. Mmh. Alors, effectivement, il y a pas mal de choses qui sont déjà dans les tuyaux. Mais là, sur ce produit-là, pour l'instant, on a une seconde cible que je ne t'ai pas encore évoquée, mais qu'on vient de, comment dire, de sonder incessamment, enfin là récemment, pardon. C'est les hôteliers. Ok. Ah oui, d'accord. Chez les hôteliers, donc comme un Exactement. service supplémentaire. Voilà. En fait, l'idée, c'est que pour les hôtels de long séjour, les femmes puissent disposer également dans leur chambre d'un outil pratique pour Hmm. disposer leurs bijoux, en fait. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Voilà. Honnêtement, une fois de plus, comme tu es dans une phase exploratoire, je trouve ça intéressant que tu testes plein de choses. À un moment donné, il faudra probablement, tu vois, faire un état des lieux et se dire, parce que c'est souvent un peu le problème au début, on part dans tous les sens et c'est bien, mais il faut juste à un moment donné se dire, ok, bah j'ai testé 6 trucs différents. En gros, qu'est-ce qui est le plus rentable? Où est-ce que je sens une vraie traction? Où est-ce que je sens que sincèrement mes clients sont vraiment fans de ça, du réachat, etc. Et donc ensuite faire des choix parce que sinon il y a beaucoup d'entreprises qui continuent à faire tout en même temps et c'est très difficile et donc qui perdent finalement des opportunités parce qu'ils ne vont pas se concentrer sur ce qui marche le mieux. Donc je pense que tu as raison d'explorer, en tout cas il faut. Si ça se trouve, c'est le B2B qui va être un carton et en fait tu te diras finalement je vais même laisser tomber peut-être, tu vois, le B2C c'est possible, hein, on n'en sait rien et c'est pour ça que je ne dirais pas que je peux te dire aujourd'hui quoi faire. Par contre, si on en revient au prix, dans ce cas, probablement, il faudra que tu adaptes ton prix pour ce marché B2B et pour ce marché B2C. Donc, au final, si tu veux, la question du prix, elle est intéressante, mais moi, le message principal que je veux dire, c'est pas tellement une question de marge, même si bien sûr ça compte, mais vraiment l'erreur que je vois beaucoup, c'est pas tellement une question de marge, c'est plus une question de valeur perçue client. Et quand on dit valeur perçue client, c'est combien littéralement les gens sont prêts à payer en sortant la carte. Pas combien ils disent qu'ils vont payer, mais combien C'est ils ça. vont lâcher, si je le dis un peu crûment. Ouais, bien sûr. La notion de prix psychologique, là, est vraiment prégnante, quoi.
C'est ça, c'est ça. Et de toute façon, il y a des industries dans lesquelles, si tu veux, il y a beaucoup de comparables, dans lesquelles, dans ce cas, en fait, finalement, le pricing, il se fait par rapport à la concurrence. Si je te fais un parallèle avec Gemio, donc nous, en joaillerie, il y a beaucoup de produits créatifs qui n'existent que chez nous. Donc là, il n'y a aucune comparaison possible. Et donc, c'est vraiment une question de valeur perçue, comme je le disais. À l'inverse, il y a des produits qui sont beaucoup plus comparables parce que, tu vois, quand c'est un solitaire tout simple, un petit pendentif tout simple, et donc là, il faut être sur un même rapport qualité-prix, enfin je veux dire sur une même qualité par exemple, il faut être beaucoup plus vigilant si tu veux par rapport à la concurrence. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut s'adapter un petit peu. Toi dans ton cas, j'ai le sentiment en fait que tu es uniquement en fait dans le premier cas de figure, c'est-à-dire dans la valeur perçue. Et donc c'est pour ça que j'insiste depuis le début sur ta compréhension client, qui a l'air d'être bonne, hein, donc franchement je te félicite Merci. plutôt. Mais au-delà de la comprendre, tu as raison de la tester, c'est super que tu aies fait des précommandes et je serais curieuse de savoir d'ailleurs si ça marche, si tu arrives à les vendre parce qu'en fait c'est ça, enfin c'est en étant confronté au réel de tes clients que tu vas savoir si c'est le bon prix ou pas. Alors, en fait, on a fait une campagne de crowdfunding sur Ulule. Donc, on a atteint notre objectif. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. C'est Et clair. en étudiant en fait les acheteurs, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques acheteurs qui étaient en dehors du cercle d'amis et familial. Ok. Donc des gens qu'on a réussi à convaincre qu'on ne connaissait pas. Donc ça, c'est plutôt la très bonne nouvelle de ce crowdfunding. À la suite du crowdfunding, c'est vrai que vu qu'on est rentré en période d'industrialisation, on a baissé un petit peu nos efforts en termes de communication. Donc même si les préventes sont toujours disponibles sur notre site internet, disons que on a mis moins d'efforts sur la com, donc forcément les préventes ont pas forcément décollé comme on aurait pu l'imaginer, mais parce que la com était moins présente aussi. Voilà. Ouais, bien sûr, normal. Bah, je te dis, moi j'aurais tendance à te dire, bon, déjà c'est normal et il faut pas s'alarmer. C'est pour ça d'ailleurs que les préventes, ce qui n'est pas facile, c'est que tu es en train d'être jugé à la fois sur le produit, mais aussi sur ta com, si tu veux. Et si t'en fais pas beaucoup, et c'est le début Voilà. par ailleurs, c'est pas si évident. Donc, j'aurais tendance à te dire sincèrement que pour moi, en tout cas, mais ça n'engage que moi, l'un des moyens assez simples que tu peux mettre en place pour vendre tes produits, c'est du Google AdWords, tout simplement. Donc, ce qu'on appelle du SEA, c'est-à-dire du search, le fait que les gens cherchent sur Google boîte à bijoux, il va falloir que tu réfléchisses aux mots-clés. Ça va pas être facile parce que c'est pas une boîte à bijoux classique. Est-ce que c'est une boîte à bijoux organisée? Enfin, il va falloir faire des tests, honnêtement. Mais si tu arrives à trouver des bons mots-clés, ça coûte assez cher Google maintenant, mais néanmoins, là, au moins, tu vas avoir une audience qui vraiment est en recherche de ton produit. J'aurais tendance à penser sincèrement qu'au moins, ça sera intéressant, que tu driveras du trafic sur tes pages. Et une fois que tu as du trafic sur tes pages, il n'y a pas que le prix, mais ça sera là, je pense que tu vas commencer à avoir de la data intéressante pour te dire, ok, bah, est-ce que c'est trop cher, pas assez cher. Mais j'ai l'impression de ce que tu me dis qu'au final, le prix que vous avez en tête, je sais pas si tu peux me le communiquer, mais il est plutôt, il a l'air d'être accepté par votre audience, parce que sinon ils n'auraient pas fait les précommandes, ils n'auraient pas accepté de passer en précommande. Alors, en fait, les précommandes, on les a mis à un prix très accessible de 200 €, je crois. Ok, Voilà. Là, on réfléchit à un prix public aux alentours des 450. d'accord. Voilà. Donc, Bah, c'est tu vois, moi, normal qu'en c'est précommande, intéressant, je sais pas si tu l'as noté, mais quand, bon, je la vois de très loin, là, je vois pas grand-chose, hein, donc sincèrement, il faut mettre des énormes pincettes sur ce que je dis, mais spontanément, je t'ai dit 250 euros. Tu vois, ça te donne un peu une image de ce que j'imaginerais. C'est intéressant, ça aussi, parce qu'au-delà de ce que la ouais. personne est prête à payer, combien est-ce qu'elle imagine? Ça, tu vois, c'est aussi un exercice que tu peux faire. Combien vous imaginez que ça coûte? Et c'est vrai que je te donne ce conseil, c'est que si la valeur perçue, même si la réalité de ton produit, c'est que ça vaut plus cher que ça, hein, mais si la valeur perçue, c'est 250 euros et que tu la proposes à 400, ça va être difficile. Voilà, mais c'est ça. C'est-à-dire que et la valeur perçue dépend aussi du volume en fait du coffret. Et là, bon, c'est un petit peu biaisé, c'est-à-dire que le produit il fait 60 centimètres, bon, ça va pas rendre grand-chose, mais Ouais, 60 centimètres c'est quand même assez imposant. Donc ouais. là, avec le recul, Bien sûr, ça on paraît se plus rend petit. pas trop compte, mais c'est vrai qu'on met quand même une centaine de pièces. Ouais, Et ouais, en je vois fait, d'ailleurs quand tu te rapproches que c'est énorme. Ouais, ouais. Tu vois, mais ça, voilà, typiquement, on c'est vrai peut que de loin, ça se met tourner pas. à Hmm. l'intérieur le carrousel pour avoir plus d'espace de rangement, évidemment. Donc c'est pour ça que de l'avoir en bijouterie, on se rend compte du volume
et du fait que voilà, c'est un objet, c'est presque un petit meuble de déco Ouais, rangement, totalement. quoi. Bah, Voilà. d'ailleurs, tu vois, je te parlais sur le site internet, sur le site, je pense que faut clairement que, au-delà de la taille et des mesures indiquées, que tu aies un moyen, si tu veux, qu'on se rende compte des proportions. Donc, il y ait Ouais, un humain à côté, un bras, une main, enfin, à ouais, vous de voir, mais disons que c'est ça. c'est vrai que là, par exemple, moi, je te donne mon exemple, on est à distance. Je le vois derrière toi, il est peut-être 1 mètre derrière toi, ça paraît plus petit que quand tu t'es un peu rapproché là précédemment pour me le montrer, je vois tout de suite que c'est en fait plus gros que ce que j'imaginais. Mmh. Donc, je pense que ça va être un enjeu pour vous. Je pense que ça va être un Ouais, enjeu pour complètement. vous. Mais au-delà de ça, il y a l'enjeu de la valeur perçue du produit et aussi de combien les gens sont prêts à mettre pour acheter une boîte à bijoux, tu vois. C'est ça. Et donc, c'est cet équilibre qu'il faut réussir à trouver. Faut... Après, dans la notion de prix psychologique, la difficulté, c'est d'établir des seuils. C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable de mettre 400 euros, est-ce qu'il n'est pas capable aussi de mettre 450? Et à partir de quand on atteint le seuil psychologique de dire ah ben non, là c'est barrière, j'y vais plus en fait. Je pense que ça dépend. Enfin, je pense tu vois, nous, je te dis, on a effectivement ce genre de cas. Il y a des seuils, mais ça, tu vas l'apprendre avec les années. Je dis n'importe quoi. Sur un bijou, par exemple, en joaillerie, tu peux avoir des seuils à 1 000 euros qui sont 1 000 euros typiquement. En dessous de 1 000 euros, ça peut être un peu plus un cadeau, on va dire, d'impulsion. Alors, tu vas me dire, c'est déjà assez onéreux, hein, mais en joaillerie fine, en fait, on est quand même assez rarement en dessous de 1 000 euros. Donc, oui, c'est déjà un premier seuil psychologique. Après, il va y avoir un autre seuil, tu vois, à 5 000 euros, un autre à 10 000. Donc, nous, c'est des seuils qui sont assez élevés, c'est des chiffres assez ronds. Et ça, tu l'apprends, en fait, dans le temps, quand tu vois bien que très spontanément, tu as des gens qui te disent j'ai tel budget, j'ai tel budget, j'ai tel budget. Toi, dans ton cas, ça serait intéressant d'essayer de comprendre, notamment sur la cible des personnes qui cherchent, quel est le budget qu'ils sont prêts à mettre. Peut-être que tu vas te rendre compte, et j'espère pas que c'est le cas, mais c'est une option qu'il faut garder en tête. Si le budget que ces personnes-là sont prêts à mettre, c'est 250 euros, ça veut dire que peut-être que ta boîte, elle est trop grosse et trop complexe pour ce type de personne. C'est ça. Et auquel cas, c'est pas vraiment une question de pricing, tu vois. C'est plus une Mm. question de produit. Mais c'est pas grave, tu pourras itérer derrière. T'en savais rien, c'est le début, tout le monde se trompe au démarrage. Je te dis pas que tu t'es trompé, mais je veux dire, c'est fréquent, Ouais. de. Alors là-dessus, en fait, comment j'ai défini le volume de ce coffret? Ça, c'est une question qui est vraiment intéressante. J'ai fait des enquêtes, des interviews, et j'ai demandé à mon entourage de répertorier l'ensemble de leurs bijoux. Donc j'ai des personnes qui ont assez peu de bijoux, j'ai des personnes qui en ont beaucoup, j'ai des personnes qui en ont moyennement, et j'ai fait un petit peu la moyenne de tout ça, et j'ai obtenu ce volume-là. Voilà. Donc on est vraiment dans un volume moyen d'une personne qui porte des bijoux, euh, qui aime bien ça, mais sans non plus dépasser, exagérer, quoi. Ouais. Voilà. Donc ce volume, il a été étudié de cette manière-là. Et la seconde chose, c'est que aujourd'hui, avec l'industrialisation, j'espère ne pas me tromper, parce que on va créer des blocs en acier pour injecter les pièces de Gemiti. Et ces blocs en acier, ce sont des vrais investissements dans l'outillage qui coûtent très cher. Et une fois que c'est gravé dans le marbre, alors là, c'est pas du marbre, c'est de l'acier, mais une fois que c'est gravé, et on peut pas revenir en arrière. Ouais, je sais, en horlogerie, c'est pareil. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant que tu te poses la question du prix, mais malheureusement, je vais te laisser un peu en suspens sur cette question, mais je pense qu'elle est importante et vraiment à ta place, Estelle, j'y réfléchirai. C'est de me poser la question, même si j'ai compris ton raisonnement et qui me paraît très judicieux. En fait, ton raisonnement est parti, si tu veux, de l'existant, de qu'est-ce que les gens ont chez eux. Mais une fois de plus, on ne sait pas s'ils sont prêts à payer le prix ou à avoir l'espace disponible pour un objet de cette taille et de cette valeur. Et donc, je pense que avant peut-être, même si la question du prix est très intéressante, en fait, c'est la question du prix et donc de la taille du produit qui est intéressante. Parce que peut-être que tu vas te rendre compte que pour du B2C, je dis pas pour du B2B hôtellerie, je pense que c'est peut-être différent parce qu'il y a quand même naturellement plus d'espace, mais pour du B2C, que à l'aune de tout ce qu'on s'est dit, typiquement sur tes précommandes ou sur d'autres personnes dans ton entourage, t'essayes de te dire, mais finalement, même si bien sûr, je préférerais vendre une boîte à bijoux à 450 euros ou 500 euros, est-ce que c'est pas
un peu dans ma tête où finalement t'as pas été un peu puriste, tu vois, en me disant que toutes les femmes puissent mettre tous leurs bijoux, c'est une chose, mais est-ce qu'elles ne veulent pas peut-être commencer quelque part avec quelques bijoux sans être aussi exhaustif? Peut-être pas, hein, j'en sais rien. Mais tu vois, je pense que c'est intéressant en fait que tu intègres aussi cette problématique sur le produit, effectivement, avant de te lancer, parce que sinon, moi, j'ai pas du tout envie que ta boîte se plante ou quoi que ce soit, et je te souhaite évidemment beaucoup de succès. Mais c'est vrai que c'est tellement engageant de lancer une production que j'essaierai de pas faire les choses à l'envers et lancer un produit dont tu n'es pas sûr en essayant de rétroactivement trouver le bon prix, mais plutôt en me disant quel est le vrai produit dont elles ont besoin, et ensuite, à la rigueur, j'y mets le prix, tu vois. Bien sûr. Donc, mais je pense que tu es sur la bonne voie. La chance que tu as, Estelle, c'est que tu connais très bien ta cible. Donc ça, c'est formidable. Mais continue à creuser, essaye de comprendre, essaye de te dire, est-ce qu'en fait, cette boîte, j'avais besoin d'aller aussi loin, et tu avais raison depuis le départ sur le côté exhaustif, parce que ça fait partie du plaisir, c'est tout à fait possible. Ou est-ce que finalement, c'est pas vraiment ça, et qu'elles veulent juste quelque chose pour pouvoir mettre la majorité de leurs bijoux, mais comme elles ne sont pas prêtes à investir ce temps-là ou cet argent-là et cette place-là, en fait, il faudrait une première boîte à bijoux peut-être un petit peu plus réduite. Je ne sais pas. Ça, c'est tes clientes qui vont te le dire, mais je pense que c'est ça, finalement, peut-être le cœur de la question. Très bien. Bon, écoute, je te souhaite bonne chance. Sincèrement, c'est une sacrée aventure. En tout cas, bravo de t'être lancée et je trouve que l'idée est hyper originale. Et je te dis, je pense qu'il y a effectivement plein de choses à construire. Merci, Pauline. Pour les personnes justement qui peut-être seraient intéressées à force de nous en entendre parler ou qui nous auraient vus sur YouTube, où est-ce qu'on peut retrouver peut-être la précommande, si tu peux nous en parler? Oui, alors tout simplement sur le site Gemity. Donc Gemity, c'est Gemity, Ouais. donc www.gemity.fr. Sur Instagram également, vous pourrez découvrir plein de visuels. Alors j'espère qu'effectivement, ils vous permettront de découvrir le volume, l'ergonomie de ce produit. Voilà, et puis sinon, vous pouvez me contacter par LinkedIn avec plaisir également. Génial. Écoute, on mettra tous les liens, en tout cas. Je te remercie mille fois, Estelle, pour ton temps. Je te souhaite évidemment tous les succès avec Gemity. Et puis, à très vite.